Bonsoir à tous et bienvenue dans cette rédaction que vous commencez à connaître depuis le temps. Il y a un nouvel éclairage, on gagne en professionnalisme, mais on a planté toujours quelques chaises sur cet open space transformé en studio de télévision. Nous sommes, la grande information, c'est qu'il nous manque 110, 120 abonnés pour que ça fasse 100 000. Donc d'ici 20 heures, le temps que va durer ce retour sur nos enquêtes, eh bien voilà, vous serez peut-être le 100 millième abonné de Mediapart. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a un petit côté ludique, c'est que ce 100 millième abonné sera abonné à vie. Voilà, le décompte a commencé. Voilà, ça c'était un petit cri de Pierre Catan, notre réalisateur. Donc à partir de 20h30, une émission un peu exceptionnelle, tout sur Mediapart. Mediapart s'explique, il y a plusieurs titres. On parlera des tuyaux d'entreprise, on parlera du lancement, on parlera du succès, mais on essaiera évidemment d'éviter l'autocongratulation et la complaisance en essayant de poser toutes les questions qui fâchent. Et vous, lecteurs, abonnés de Mediapart, téléspectateurs de ce live, vous y contribuerez puisque toutes vos questions sont les bienvenues, même les pires. On essaiera de poser toutes les questions qui s'imposent sur Mediapart. Retour sur nos enquêtes. Évidemment, la machine Sarkozy de retour depuis le week-end dernier. Au moment où nous prenons l'antenne, là aujourd'hui 19h, il est en meeting dans le nord de la France. Donc ça sera notre premier sujet avec Hélène Salvi qui suit l'UMP pour Mediapart et Fabrice Arfi qui a tout de suite réagi dès dimanche soir ou lundi matin, je ne sais plus, sur Sarkozy et le front des affaires. La gauche, le trio infernal, Cambadélis, Le Guen, Valls et la présidence Hollande. Ça sera avec Laurent Mauduit qui publie un livre que je vous montrerai tout à l'heure. Et puis, où en est-on avec la transparence d'un scandale à l'autre, d'une affaire à l'autre, la transparence de la vie politique? Ce sera avec Mathilde Mathieu en fin d'émission. Alors Fabrice, il avait l'air très sûr de lui, Nicolas Sarkozy, à ce 20h XXL de France 2, c'était dimanche, face à Laurent Delahousse, qui a un peu insisté, mais pas trop, et il a balayé ça d'un revers de main à chaque question. Mais quelle affaire, quelles affaires, jamais un président n'a été aussi persécuté que moi. Ça, c'était un des premiers arguments de défense. Et puis, dossier après dossier, mais à chaque fois sans trop insister, l'air de dire, mais je n'ai aucun problème avec ça, et ce n'est pas pour ça que je reviens. Par quoi commencer? Big Malion, peut-être? Parce que c'est peut-être celle où... On peut même commencer par un hommage à un dessinateur et un confrère du Canard enchaîné, qui avait fait un formidable dessin il y a quelques semaines, où on voyait deux personnes dans un bistrot en train de discuter, le premier disant au second... T'as vu, à chaque fois que Sarkozy qui revient, il y a une affaire qui sort, et l'autre il dit mais non, mais t'as rien compris, c'est à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort qu'il dit qu'il revient. Et je crois que là, on est au cœur de l'explication, et même d'une forme d'explication de la psyché de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas d'autre choix, comme il le dit lui-même, de revenir, non pas pour des raisons politiques, puisqu'il l'avait dit, que quand il partirait, ce sera pour toujours, et qu'il ira faire de l'argent, ce qu'il est allé faire d'ailleurs, avec ses conférences extrêmement rémunérées, et rentrant dans un monde qui est un monde, en quelque sorte, de millionnaires, de milliardaires. Il revient parce que jamais, sous l'histoire de la Ve République, un système présidentiel, en l'occurrence le sien, a été cerné d'aussi près par la justice anticorruption. Ça n'est jamais arrivé, même sous Jacques Chirac. Vous vous rappelez, on parlait quand même beaucoup de lui sous cet angle-là. On a connu ça, jamais. Alors oui, des affaires, il y en a de... Mais attendez, Fabrice, ouais. Ça veut dire que la théorie, c'est que seule la fonction présidentielle pourrait le protéger des affaires? De mon point de vue, il y a deux raisons. D'abord, il y a une première raison qui est une raison stratégique, qu'il est déjà en train de mettre en branle d'un point de vue rhétorique, qui est de dire, mais regardez, à chaque fois qu'une affaire ou qu'une information dérangeante va sortir, il va dire, mais comme par hasard, maintenant que je suis officiellement l'opposant numéro 1 à François Hollande, cette justice de rouge, parce que c'est comme ça qu'il en parle, il en a même parlé dans une précédente intervention télévisée avec les questions pugnaces de Jean-Pierre Elkabbach, tout le monde s'en souvient. C'était le système de défense de quelqu'un comme Silvio Berlusconi. Ah mais c'est les juges rouges, les juges de gauche. Ah mais les Torquemada des temps modernes, tout ce que vous... On est dans un parallélisme des formes total, absolument total, et même assez vertigineux. Si on calque un peu les deux histoires politiques à quelques années d'intervalle de l'Italie et de la France, de ce point de vue-là, entre Sarkozy et Berlusconi, le sarkozysme et le berlusconisme. Donc il y a cette première raison qui est une raison stratégique,
de rhétorique, de protection et de manipulation de l'opinion publique, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Puis la deuxième chose, c'est évidemment que s'il revient au pouvoir, il aura les leviers du pouvoir. Et les leviers du pouvoir dans une France qui, oui, est bien sûr démocratique, mais pas suffisamment armée pour faire face à la corruption, pourra peser sur le poids sur les affaires, sur la destinée des affaires, avec un parquet qui est toujours soumis au pouvoir exécutif, avec tout un tas de verrous institutionnels qui permettent en effet au président de la République, s'il devait le redevenir, d'être protégé par sa fonction. Et est-ce qu'à l'inverse, on peut se dire, est-ce qu'une instruction, une mise en accusation, une mise en examen pourrait l'empêcher même de se présenter ? Mais il est mis en... On est quand même dans un pays très, très particulier, dans d'autres démocraties qui sont plus adultes par rapport à ça, par rapport à la France, par rapport à ce qu'on... Moi, j'aime pas ce terme de moralité publique, mais appelons-le comme on veut, d'éthique, d'intégrité, de vertu publique, peu importe. On a quand même un ancien président de la République qui est mis en examen pour corruption active, trafic d'influence, notamment avec son avocat, concernant des faits qui sont extrêmement graves, qui est mis en cause dans un certain nombre de dossiers. Je reviendrai par rapport à ce qu'il a dit et ce qu'il fait dire à un certain nombre de journalistes depuis son retour, et qui revient au risque de prendre en otage sa famille politique pour se sauver lui-même. Donc Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui est prêt un peu à foutre le feu un peu partout, à tenter d'éteindre des incendies, en fait, avec de l'essence, simplement pour se sauver, lui, des difficultés et des mâchoires judiciaires qui se rapprochent de lui. Mais ce qu'il fait politiquement en arrivant comme ça sur le devant de la scène, bien sûr que ça pèse, y compris sur le travail des juges. Moi, je peux vous dire qu'il y a des magistrats parisiens qui disent « Bon, s'il redevient candidat, c'est compliqué pour nos enquêtes. Nous, on ne veut pas donner l'impression... On ne veut pas donner l'impression de s'acharner ou d'enquêter contre un candidat politique au profit d'un autre. » Donc, bien sûr, c'est déjà en soi une forme de pression sur la justice quand il est déjà mis en examen. Alors après, il y a ces numéros un peu de claquettes verbaux qui sont des numéros d'illusionnistes pour dire « je suis sorti des affaires et j'ai pas peur ». Je reviens, c'est son expression, « je n'ai pas peur ». Alors on a fait le décompte à Mediapart, on a regardé en faisant un peu un travail de désintox, comme on dit à Libération. Tous les exemples judiciaires qu'il a pris, que ce soit dans le JDD le matin du dimanche ou le soir avec Laurent Delahousse, tous les exemples judiciaires, il a menti, il s'est trompé. Tous. C'est-à-dire qu'il nous parle de Karachi, il dit « j'ai été lavé dans Karachi, je suis sorti de Karachi ». Ce sont ces deux expressions. C'est entièrement faux. Il n'a pas été lavé, il n'a pas été sorti. Il y a une enquête qui a eu lieu sur les seconds couteaux politiques de l'affaire Karachi, qui est terminée. C'est l'enquête du juge Von Rumbeck et Roger Leloir. Et les conseillers politiques de Édouard Balladur, Nicolas Sarkozy et François Léotard, qui sont les trois ministres visés par cette enquête, vont être renvoyés devant le tribunal. Seulement, on a là un verrou institutionnel formidable qui fait qu'en France, les ministres ne peuvent pas être poursuivis par la justice ordinaire. Il y a un tribunal d'exception qui s'appelle la Cour de justice de la République, qui vient d'être saisi par les magistrats, et notamment sur le cas de Nicolas Sarkozy. Donc l'enquête, elle ne fait que commencer. Alors les magistrats du volet non ministériel, Von Rumbeck-Leloir, disent Sarkozy doit être entendu comme témoin assisté, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons sur lui, mais pas suffisamment graves et concordants pour qu'il soit mis en examen. En fait, c'est très simple. L'enquête sur l'affaire Karachi a montré de manière documentée et incontestable qu'en tant que ministre du Budget entre 1993 et 1995, et surtout en 1994, Nicolas Sarkozy a participé à la mécanique gouvernementale qui a permis de détourner de l'argent sur des ventes d'armes qui est revenu illégalement en France. Seulement se pose d'un point de vue pénal la question de l'élément intentionnel. Vous savez qu'en droit pénal, c'est fondamental. Pour être condamné, pour être poursuivi, il faut un élément moral, un élément intentionnel. Dans l'affaire Karachi, ils n'ont pas la preuve de l'élément intentionnel. Si je prends une image, les mains de Sarkozy ont participé au délit, mais le cerveau était à Matignon. Voilà. Deuxième exemple, il prend l'affaire Bettencourt. Il dit l'affaire Bettencourt, 3 juges ont enquêté pendant 3 ans pour dire que je n'avais rien à voir avec cette affaire. Il n'y a pas plus faux. 3 juges ont enquêté, en effet, pendant 3 ans, en effet. Il a été perquisitionné, c'est vrai. Il a été mis en examen pour un délit particulier, qui est l'abus de faiblesse. Les juges, dans l'ordonnance de non-lieu, qui disent... bon, il a obtenu un non-lieu.
pour cette mise en examen d'abus de faiblesse Voilà, sur la personne de Liliane Bettencourt. Sur la personne, mais il faut aller dans le détail de ce qu'on appelle l'ordonnance de non-lieu des juges, c'est-à-dire le document qui clôt une instruction. Les juges disent « Nous n'avons pas assez d'éléments contre Nicolas Sarkozy pour le délit d'abus de faiblesse », mais ils écrivent noir sur blanc qu'ils ont récupéré des charges suffisantes contre Nicolas Sarkozy pour un financement occulte. Alors, le bon sens dit, mais alors pourquoi il n'est pas poursuivi? C'est prescrit. Et voilà, ça a été prescrit. La loi française est ainsi faite que la prescription pour le financement politique, qui est un problème, est de 3 ans. Là, les faits remontaient à février 2007. L'enquête a été ouverte en juin 2010. Donc, il a manqué 4 petits mois au magistrat pour confondre celui qui a été président de la République et qui veut manifestement le redevenir. Donc, les faits sont les faits. Qu'il ne soit pas poursuivi parce qu'il y a la prescription, évidemment, c'est la loi. Que les juges aient estimé qu'il n'y ait pas assez de charges sur l'abus de faiblesse, soit. D'ailleurs, on n'a jamais écrit qu'il y avait, nous, suffisamment de charges là-dessus. Et puis, c'est pas à nous de qualifier pénalement les informations. Mais les faits sont les faits. Et tout le monde est adulte, hein, les gens qui nous regardent, qui nous lisent, et puis tous les autres, ils peuvent regarder et constater que les juges qui donnent un non-lieu de ce côté-là, de ce côté-ci, disent on avait les charges suffisantes sur le financement politique. Et il y a une troisième affaire qui est la plus grave, la plus spectaculaire, celle qui comment dire, l'effet de sidération est le plus important, puisque c'est un peu notre Irak, à nous, par rapport aux États-Unis, c'est l'affaire libyenne. Et là, Nicolas Sarkozy, et ça concerne Mediapart, a passé son temps avant son retour en politique, notamment la semaine avant, à voir beaucoup de journalistes, des matinaliers connus, des journalistes politiques, des intervieweurs de la télé, etc. Et il a passé à tous le même message. Vous savez qu'il a déposé plainte contre Mediapart parce qu'on a publié un document officiel libyen concernant un accord de versement au moment de la campagne présidentielle de 2007 sur les 50 millions d'euros. Et il a déposé plainte pour faux contre nous, qui est une stratégie de diversion pour faire croire que le vrai dossier Kadhafi, c'est celui-là, alors qu'il y a une instruction judiciaire sur le fond des faits pour corruption, et qui est simplement une façon de trouver nos sources. Il a dit, et c'est noir sur blanc dans le JDD de la semaine dernière, sur la Libye, les juges savent que les documents sont faux. Bon, je ne peux pas trop dévoiler ce qu'on va raconter prochainement, mais je peux vous dire que c'est matériellement inexact et les lecteurs de Mediapart en sauront plus dans les prochains jours. C'est un mensonge éhonté. C'est même plutôt, voire totalement l'inverse. Voilà. Et il n'a pas parlé d'autres affaires. L'affaire Tapie, qui concerne Nicolas Sarkozy et la Sarkozy au plus haut point. Et là, je parle sous le contrôle de Laurent, qui a révélé tout ça sur Mediapart dès 2008. Et puis l'affaire Big Malion, qui est extrêmement dangereuse pour lui. Donc, et je ne les cite pas tous, hein. Il y a encore d'autres des affaires. Et sans parler la mise en examen donc, pour corruption active d'un haut magistrat, puisque c'est un magistrat de la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour de cassation, donc le magistrat Alzibert, où là, il est mis en examen pour corruption active. Il est mis en examen. Mais en même temps, j'ai lu, me semble-t-il, sur Mediapart, aujourd'hui même, qu'il vient d'avoir plutôt une bonne décision de justice en sa faveur dans l'affaire dite des écoutes, qui est liée à cette affaire de corruption active. Totalement. D'ailleurs, la mise en examen de Nicolas Sarkozy et de son avocat pour corruption et trafic d'influence est en grande partie, si ce n'est en quasi-totalité, basée sur le fruit des écoutes qu'il conteste. Et Nicolas Sarkozy, sur cette affaire, sur France 2, dit « Mais dans quel pays sommes-nous ?» son expression, pour qu'on écoute un ancien chef de l'État, lui qui se dit un Français comme les autres, quand c'est un ancien chef de l'État, ça l'arrange, dans ses conversations les plus privées. Bon, là, je suis obligé de dire que l'ancien président raconte n'importe quoi. Bien sûr qu'il a été écouté, bien sûr qu'on peut concevoir que ce savoir écouter, c'est extrêmement désagréable. Nul ne doute de ça. Les écoutes ont été ouvertes dans un dossier gravissime qui est celui de l'affaire Kadhafi. Bon, les conversations privées de Nicolas Sarkozy, si elles n'intéressent pas l'enquête, ceux qui écoutent, ils ne retranscrivent pas et a fortiori, ils ne versent pas la procédure. Donc, c'est pas vrai, il n'y a rien dans le dossier judiciaire sur ces conversations privées. Et dans quel pays sommes-nous? Il ne viendrait pas à l'idée de Nicolas Sarkozy de penser que la France est un pays totalitaire, puisque lui-même, s'estimant la victime d'écoutes illégales, a saisi la justice pour les contester. Et les écoutes n'ont pas été faites par des officines ou des services secrets ou je ne sais quoi. Les écoutes, ce sont des écoutes judiciaires, décidées par des juges, motivées par des ordonnances, comme on dit, c'est-à-dire des décisions. Donc il y a 2 juges, donc c'est collégial. Donc
on est en plein dans le fonctionnement démocratique normal. Mais il y a un espèce comme ça de jeu de Nicolas Sarkozy pour faire croire bon, il y a une espèce de justice politique qui se dirige contre lui. Ça, c'est le versant, disons, Paul Bismuth, puisque c'est sous ce pseudonyme. On parle improprement de Nicolas Sarkozy. Voilà, puisque c'est comme ça que vous avez intitulé votre article « Le grand retour de Paul Bismuth ». Mais il y a quelque chose qui c'est vrai, alors là, laisse pantois, c'est sur l'affaire Big Malion. Donc là, je me tourne vers Hélène Salvi et Mathilde Mathieu qui connaissent aussi cette affaire. C'est quand il dit, en gros, écoutez, j'étais un candidat en campagne, je faisais un meeting par jour, je faisais ça 18 heures par jour. Est-ce que vous pensez vraiment que je me soucie de l'intendance et de savoir, pour acheter les drapeaux place du Trocadéro, qui s'en occupe, quelle société, etc. Bref, il dit, je n'ai jamais entendu parler de la société Big Malion, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Est-ce qu'on peut lui accorder le moindre crédit, Mathilde ? Alors, l'enquête, l'information judiciaire qui est en cours va révéler si des notes ont été adressées à Nicolas Sarkozy, de synthèse sur où est-ce qu'on en est des dépenses, etc. Bon, on va voir si la justice trouve des traces écrites, mais c'est difficile de penser que le candidat, qui est responsable de son compte de campagne à titre personnel, qui a emprunté des millions et des millions d'euros à titre personnel pour financer sa campagne, ne se tient pas au courant grosso modo, de où est-ce qu'on en est des dépenses, est-ce que le plafond étant à 22 millions, est-ce qu'il nous reste de quoi faire un meeting géant à la Concorde bon. Les principales postes de dépenses en plus. Oui, les meetings, c'est évidemment ce qui coûte le plus cher. On a du mal à croire qu'il ne s'y intéresse pas. Par ailleurs, il croise les responsables de Big Malion qui sont en charge de l'organisation des meetings, qui lui parlent, etc. À ce stade, nous, à Mediapart, on ne peut pas dire qu'il a été informé jour par jour du niveau des dépenses. Mais enfin, Sarkozy sait grosso modo combien coûte un meeting. Il a passé toute sa vie à en faire. Je pense qu'il voit la différence entre 22 millions de dépenses et 41 millions de dépenses, puisqu'on en est à ce niveau-là, visiblement. Et donc, c'est très difficile d'affirmer qu'il pouvait ne pas savoir qu'il était littéralement en train d'exploser ses dépenses de campagne, puisque donc le curseur s'est arrêté à plus de 40 millions, alors que 22 millions d'euros c'est le plafond légal était le plafond légal autorisé. Ça veut donc c'est presque un doublement. Non, mais ça veut dire c'est un doublement. Ouais. De ce qu'on en sait, c'est peut-être plus. Mais ça veut dire que c'est au minimum une grande incompétence. Parce que comme le dit Mathilde, le candidat, il est responsable sur ses fonds personnels. Il est responsable personnellement des dépenses. Donc s'il n'y a pas un système mis en place au sein de l'équipe de campagne pour l'alerter sur le fait qu'on n'est pas à 22 mais à 41 millions, c'est au minimum de l'incompétence. C'est au minimum de l'incompétence. Ça peut être de la complicité, voire même l'auteur principal des actes. Le pire ennemi de Nicolas Sarkozy, c'est vraiment Nicolas Sarkozy par rapport à l'affaire Big Malion, et notamment son show de 40 minutes sur France 2, puisqu'il nous dit, il y a cette phrase fabuleuse, quasi historique, Big Malion, je n'ai appris le nom de cette société que longtemps après la fin de la campagne. Et donc vous pensez bien, j'étais président de la République, candidat, j'avais d'autres choses à faire. Mais par quoi a-t-il commencé son propos sur France 2, Nicolas Sarkozy ? C'est vrai, quand j'étais président, j'avais un problème, c'est que je ne déléguais pas. Il a dit ça, je faisais tout à la place de tout le monde. Alors, il ne peut pas dire qu'il faisait tout à la place de tout le monde, qu'il savait tout, qu'il ne déléguait rien quand ça l'arrange, pour faire croire qu'il a changé, mais quand on est sur le terrain des affaires, dire « mais j'étais au courant de rien », vous pensez bien que ce n'était pas moi qui m'occupais de ce genre de choses. D'autant que, comme on l'a rappelé dans le journal, Big Malion, peut-être qu'il ne connaissait pas le nom, mais en tout cas, il connaissait les gens, puisque nos confrères du Point, qui avaient les premiers mis sur la table le problème lié à Big Malion, à la campagne de Nicolas Sarkozy, avaient publié une photo où on voyait Nicolas Sarkozy en compagnie du directeur opérationnel de Big Malion. Avant un meeting. Avant un meeting. Donc, mais bien sûr, enfin, comme l'aurait dit Nicolas Sarkozy comme l'a dit Nicolas Sarkozy dans l'affaire Karachi, qui peut croire une fable pareille ? Hélène Salvi, à l'intérieur de l'UMP, quand on entend tout ça, bien sûr, l'unité a l'air de façade. Il va gagner la présidence de l'UMP. Il y a assez peu de suspense là-dessus. Il a même fixé des limites. Alors, elles varient, mais enfin, il dit en gros, si je ne fais pas 80%, c'est que j'aurais loupé mon coup. Mais est-ce qu'après l'affaire Big Malion, quand même l'effacement de Jean-François Copé, le remboursement par les militants de l'UMP de la campagne de Nicolas Sarkozy, est-ce que des bouches s'ouvrent et des dents grincent ?
Alors, des bouches s'ouvrent difficilement et des dents grincent, par contre, assez fort. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est que un de ses concurrents à la tête de l'UMP, Bruno Le Maire, était interviewé le lendemain ou le surlendemain de l'intervention de Nicolas Sarkozy sur France 2 et il disait c'est étonnant quand même que le président ne soit pas au courant du nom de Guy Magnon, parce que moi-même je le connaissais. Donc, enfin bon, on voit qu'on est un peu dans des éléments de langage comme ça, un peu à droite à gauche, et c'est d'autant plus étonnant cette histoire de méconnaissance des aspects techniques et logistiques de la campagne, que pour cette nouvelle campagne-là, à la tête de l'UMP... Qui est donc une campagne interne. Qui est une campagne interne, qui est évidemment une campagne qui nécessite beaucoup moins de ressources, de moyens financiers, techniques, humains, enfin voilà. Malgré tout, on se rend compte, pour avoir un petit peu étudié la question là... récemment sur Mediapart, que c'est un sujet central pour l'équipe de campagne. C'est-à-dire qu'ils sont... j'allais dire au taquet, mais c'est pas très heureux. Ils sont vraiment très au fait de la question. Ils font attention. Voilà, ils font très attention. Ils en ont énormément discuté et surtout, ils prennent soin à répéter que c'est une campagne extrêmement modeste, qui ne coûtera pas très cher. Et ils répètent dans chaque mot, dans chaque phrase, ils répètent petit. On a pris une petite entreprise pour faire une petite campagne avec des petits moyens. Enfin, ça devient complètement... presque caricatural. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que visiblement, ils se sont préparés. Parce que là, donc, le meeting est en train de se dérouler à Lambersart, dans le Nord. J'ai lu votre papier sur Mediapart aujourd'hui même. Mais on voit bien que les journalistes posent des questions. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'organisation du premier meeting de Nicolas Sarkozy en province, dans une ville assez cossue du Nord, qui paye, combien coûte le chapiteau, des détails auxquels, honnêtement, pas grand monde ne s'intéressait pendant la campagne présidentielle de 2012. Là, tout d'un coup, le prix du chapiteau, ah bon, 1 800 €, oui, c'est raisonnable, devient très intéressant pour tout le monde. Et on sent que son staff de campagne, jusqu'à son attaché de presse, etc., ont tout à fait travaillé pour pouvoir répondre aux journalistes. Mais c'est parce qu'il y a deux sujets, en fait. Il y a le sujet de l'affaire Big Magnon et des traces que ça a laissées, mais chez les militants déjà, parce qu'ils sont, quand les journalistes les interrogent sur le sujet, en soi, l'équipe de Nicolas Sarkozy répond aux militants qui ne digèrent toujours pas les centaines de milliers d'euros du Sarkoton, qui ne digèrent pas Big Magnon, enfin qui sont un peu perdus vis-à-vis de toutes ces questions. Donc en les rassurant, en disant on est modeste, sobre, mais efficace, ils sont quand même dans un discours qui s'adresse à leurs militants, et c'est d'ailleurs le premier public, puisque c'est les militants qui vont voter au mois de novembre. Il y a un autre sujet, c'est que la situation dans laquelle se trouve Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est une situation qui est complètement nouvelle, ou presque, sous la Ve République, c'est que le retour d'un ancien président en politique, on n'avait pas vu ça depuis Giscard, et encore dans des proportions assez moindres, parce que Giscard, comme beaucoup de monde l'a rappelé, était devenu conseiller général, puis député. Il s'était dit qu'il allait se reconstruire en repartant de la base, en fait. Ouais. Alors, Nicolas Sarkozy, en quelque sorte, repart de la base aussi, puisqu'il brigue la tête d'un parti, mais ça pose des questions aujourd'hui sur le statut de l'ancien chef de l'État. On en a fait cas aussi dans le papier, mais ce qu'on sait... peu, en tout cas pas dans les détails, c'est qu'un ancien chef de l'État dispose d'énormément d'avantages une fois sa fonction terminée. Des avantages que René Dosière, un député PS qui est très au fait de ce genre de questions, a estimé à près de 2 millions d'euros par an. Ça compte du personnel, des locaux, ça compte des locaux, voitures. Ça compte tous les déplacements qui lui sont offerts. Enfin, ça compte un certain nombre d'avantages intéressants et qui seront assez profitable et utile dans cette campagne-là. Et ça pose des petits mélanges des genres dont Nicolas Sarkozy est assez coutumier. Par exemple, sur la question des ressources humaines. C'est une question qu'on s'est posée parce que parmi ces 7 collaborateurs, il y a donc une conseillère presse qui travaille à ses côtés depuis 2 ans, qui aujourd'hui devient directrice du pôle presse du candidat. Et donc, on l'a interrogée là-dessus, parce qu'elle est payée sur fonds publics, puisque c'est l'État qui rémunère la conseillère presse de l'ancien président. Et on lui a demandé comment vous faites quand vous faites campagne. Est-ce que du coup, vous faites campagne pour Nicolas Sarkozy sur fonds de l'État ? Ce à quoi, et on voit bien qu'ils sont très embêtés sur ce genre de questions, il y a une sorte de petit arrangement entre eux, c'est-à-dire qu'elle répond, cette personne-là en l'occurrence, elle dit...
pour être tout à fait au clair sur cette question-là, moi, quand je ferai des déplacements où je serai au QG de campagne du candidat, donc Nicolas Sarkozy, je me mettrai en congé de mon employeur, donc Nicolas Sarkozy. Donc on voit qu'on est un petit peu dans une espèce de situation assez complexe. Complexe et inédite, où visiblement il y a aussi de l'improvisation par rapport à ça. Ça se met, mais d'ailleurs on s'en rend bien compte, Nicolas Sarkozy est intervenu sur France 2 dimanche, mais depuis ils sont un peu dans la précipitation, encore une fois, de l'organisation des meetings. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en parler, y compris dans ces lives, donc on va clore le sujet. Non, un dernier mot. Une image, en fait, ça me fait penser, Nicolas Sarkozy qui dit « je vais faire une campagne très modeste, mais en fait il est millionnaire grâce à l'État avec son statut d'ancien président ». C'est exactement comme quand il avait dit à des marins, je ne sais pas si vous en souvenez, viens là, si tu es un homme, viens te battre, mais en fait il était entouré de toute une escouade de policiers. Hein. Donc c'est exactement, c'est le même fonctionnement. C'était après l'auto-augmentation de son salaire de président de la République. Voilà. Ça avait déplu. On ferme le sujet momentanément, Nicolas Sarkozy. Laurent Mauduit se livre à tous ceux qui ne se résignent pas à la débâcle qui vient. Alors je le montre parce que c'est un livre publié chez Don Quichotte, mais de larges extraits en ont été publiés sur Mediapart dans le journal. Et là, on se dit, mais alors finalement, est-ce qu'il mêle, Laurent Mauduit, des choses qui doivent être mêlées? Parce que ce que vous racontez, c'est une vie de militant, c'est votre jeunesse, une vie au PCI, voilà, qui dit, voilà, moi, mes amis, ils s'appelaient Jean-Christophe Cambadélis. D'ailleurs, vous aviez tous des pseudonymes, donc le sien était Costa. Je l'ai bien connu, j'ai milité avec lui. Est-ce que, comme ça, mêler des faits biographiques, des éléments personnels de discours politique et d'engagement politique pour dire finalement, voilà ce qu'ils sont devenus, et ça éclaire d'un jour particulier cette présidence Hollande, et ce que vous considérez comme des reniements, est-ce que c'est quelque chose qui, en termes de journaliste, va de soi? Voilà, c'est aussi, c'est l'un des procès que quelques-uns me font. Est-ce que ce n'est pas un mélange des genres? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une sorte de règlement de compte lié à des histoires anciennes? Voilà. C'est ce que vous répond Cambadélis lui-même. Voilà, exactement. Ça a été ça l'objet de son communiqué. Donc, je vais vous dire quel a été mon cheminement. Mon cheminement, la première envie que j'ai eue d'écrire ce livre, c'est que on écrit beaucoup sur Mediapart, on chronique les dérives socialistes, l'impasse dans laquelle nous sommes, les indignations... même si François Maspero, qu'on entendait, n'aimait pas ce terme-là, mais ce que vit le pays. Et donc, au début du livre, je l'ai commencé sans avoir l'idée de parler aussi de mes rêves de jeunesse. J'ai essayé de tenir cette chronique que je trouve totalement sidérante, c'est-à-dire d'un gouvernement de gauche qui, pour la première fois par rapport au passé, n'a même pas eu 3 mois, 4 mois, 5 mois d'énergie réformatrice, ce qui est, moi, ma conviction, et je pense que Mediapart l'a bien chroniqué, moi, dans mon domaine, mais tous les journalistes, chacun dans leur domaine, je trouve que c'est un gouvernement qui a rendu les armes le jour même où il accédait au pouvoir. Mais tenant cette chronique, commençant ce livre en début d'année, d'un seul coup, j'ai vécu dans la rédaction de ce livre l'événement politique qui a été le premier remaniement qui a conduit à la formation du gouvernement Valls, et au terme d'une révolution de palais, sans que les militants socialistes aient leur mot à dire, l'arrivée de Jean-Christophe Cambadélis comme premier secrétaire. Et Louis Planel avait dit une fois dans une émission, non, Valls ne sera jamais Premier ministre, c'est impossible. Et moi, j'ai eu un peu la même réaction, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai eu cette réaction comme beaucoup d'autres l'ont eu. Valls, c'est celui qui, lors des primaires socialistes, a 6% des voix. Celui dont Montebourg dit tu n'as qu'un pas à franchir pour aller à l'UMP. Donc j'ai un effet de sidération parce que Valls, c'était le décalque quasiment du programme de l'UMP au sein du PS. Mais moi, dans l'effet de sidération que j'ai eu, ou de colère ou d'indignation, il y a eu plus que ça. C'est que cette génération-là, je l'ai connue, et donc je me suis dit que j'avais jamais écrit sur eux, et jamais écrit notamment sur Cambadélis, que j'ai bien connu il y a 30 ans ou 40 ans. Jamais. Mais contrairement à ce qu'il dit, il n'y a pas de règlement de compte, sinon je les aurais commencé avant. Je me suis tu. Mais je me suis dit, sachant ce que je sais, il y aurait une forme de mauvaise foi comme journaliste de ne pas enquêter, de ne pas réenquêter, y compris sur mes propres naïvetés de jeunesse, parce que je suis l'un de ceux qui connaît le mieux le début du parcours. Et je me suis dit que un journaliste doit toujours dire d'où il parle, d'où il écrit. Donc moi, j'ai toujours assumé ce que j'étais, ce qu'a été ma formation, ce qu'a été mon cheminement intellectuel, mes enthousiasmes
pour le trotskisme quand j'étais jeune, parce que pour moi, je l'ai vécu à l'époque comme la version antitotalitaire du socialisme. Hein. Donc il y a plein de choses dont je suis fier. Les combats, je le dis dans le livre, avec mon ami Michel Brouet, qui est par ailleurs le président de la Société des Amis de Mediapart. Il avait formé le comité des mathématiciens. Mais en même temps, Laurent, pourquoi ça vous étonne tant que ça? Parce que ce que vous racontez dans le livre aussi, c'est que Cambadélis, avec ses camarades du PCI, du Parti communiste internationaliste, à quelques centaines, dont vous faites partie, il passe au Parti socialiste. Voilà. Il y a quelques centaines de militants, combien vous êtes? 300, 400? Oui, 300 ou 400. Ouais. Vous passez au Parti socialiste, paf, 400 personnes. Pour le PCI, c'est énorme. J'imagine. C'est quoi? Un tiers, un quart des effectifs. C'est l'UNEF, c'est quasiment la moitié. C'est les militants qui contrôlent le syndicat étudiant. Donc, quand on passe comme ça au Parti socialiste, alors bien sûr, il y a un truc politique, le gauchir, influer sur la ligne, faire poids, faire pression. Évidemment qu'il y a de la politique, mais il y a aussi de l'ambition politique. Donc que Jean-Christophe Cambadélis, finalement, sans vote des militants, sans congrès, vous le dites, se retrouve par un jeu d'appareil premier secrétaire. Est-ce si étonnant que cela? Oui, parce que, en fait, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. C'est qu'à peine on passe au Parti socialiste en 86, et moi, j'arrête la politique à peu près 6 mois ou 1 an après, parce que d'un seul coup, je me rends compte que notre projet, qui est à l'époque terrorisé par un philosophe, Pierre Dardot, celui qui écrit les bouquins avec Christian Laval, notre ambition, c'est d'essayer d'œuvrer à une sorte de congrès de Tours à l'envers, d'essayer de créer, comment dire, une sorte de parti des travailleurs à la brésilienne, avec tout le monde dedans. Voilà, c'est ça notre rêve. Et puis je me rends compte d'un seul coup que c'est, en fait, pour Cambadélis, ça marche-pied pour faire carrière, et que de ça, il se moque. Et donc, moi, je prends du recul, et puis je les vois ensuite, j'entends des bruits, moi, qui me choquent, qui sont en rupture violente avec ce qu'étaient mes passions de jeunesse. C'est les affaires de l'AMNEF. Hein, et dans les affaires de l'AMNEF, vous savez très bien, c'est moi l'une des choses qui me choque. Je veux dire, il y a des condamnations très lourdes, dont, alors Jean-Marie Le Guen, qui est dans la même aventure, lui passe entre les mailles du filet pour insuffisance de charge. Mais Cambadélis est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende en 2006. Hein, et donc, ça pose un problème aujourd'hui. Comment est-ce qu'un premier secrétaire du Parti socialiste, en charge notamment de l'éthique au sein de son parti, convoquer le ministre, le député Thévenoud, pour dire comment peut-il être dans ce rôle-là alors qu'il est fait l'objet d'une condamnation sur une question qui a trait à la probité publique. Donc de loin, j'entends des rumeurs, je lis ce que mes confrères à l'époque de Libération, Armel Toraval, écrit sur le procès de l'AMNEF, et je vis ça à distance avec sidération. Je me dis, comment est-ce que les gens de ma jeunesse, avec lesquels j'avais une part de rêve, d'enthousiasme, comment est-ce qu'ils ont pu sombrer à ce point-là? Pas seulement dans l'affaire de l'AMNEF. Je veux dire, Cambadélis, pardon de le rappeler, mais puisque c'est lui le patron du PS, il est aussi condamné avant, en 2000, pour un emploi fictif au sein d'une association dirigée par un ancien du Front National, au moment même où il lance le manifeste contre le FN. Donc l'espèce, emploi fictif, et par ailleurs, l'aspect duplicité. Il accepte de travailler avec un ancien du FN au moment où il prend une posture de lutte contre le FN. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une logique à ce que, moi qui connaissais le passé, parce que j'avais cette part de rêve quand j'étais jeune, il y avait une logique à dire d'où je viens, ce que je suis, ce que j'ai connu, et à réenquêter. Et donc, du coup, dans cette enquête, y compris sur ma propre naïveté, j'ai découvert des choses en plus que je ne connaissais pas. Alors voilà, et ça sera évidemment notre débat de 20h30 et qui va durer toute la soirée. Vous découvrez, selon vous, Laurent Mauduit, que Jean-Christophe Cambadélis a usurpé ses titres universitaires. C'est-à-dire qu'il est titulaire d'un doctorat qui visiblement a été, disons, vite soutenu et vite obtenu, mais que pour pouvoir prétendre à ce doctorat, il lui aurait fallu une maîtrise, un DEA. Ça ne s'appelle plus exactement pareil, mais ça revient au même. Tous les étudiants et les anciens étudiants qui nous écoutent savent ce que c'est. Et que ça, il ne les a pas eus. Et que donc, pour les obtenir, en fait, il a eu des certificats de ces diplômes qui, en fait, n'existent pas. Et ça, vous l'avez découvert à quel moment de votre enquête? Déjà, quand on était jeune, on en blaguait entre nous. Hein, on se disait, tiens, c'est curieux. Il a fait 6 ou 7 premières années en fac. C'est beaucoup. Et puis, oui, c'est même plus que ça. Parce qu'en fait, il était étudiant de 1970 à 1982, donc plus de 12 ans. Et il n'a pas produit, quand il dément mes informations, il n'a pas produit de DUG. Donc j'ai un doute sur le fait qu'il est un DUG.
Et dans ces démentis, en fait, il valide en creux totalement ce que Mediapart a produit dans les bonnes feuilles du livre. Pourquoi est-ce qu'il valide? Donc, je dis qu'il a usurpé, c'est-à-dire qu'il fait son doctorat en 6 mois. Tous ceux qui font un doctorat 3e cycle à l'époque savent qu'il faut au moins 2 ans. Voilà, il le fait avec un jury qui est à sa cause, puisque le président du jury est membre lui aussi de l'OCI. Voilà, mais ce qu'il confirme dans ses démentis, enfin, ce qu'il confirme, c'est qu'il n'a pas eu de diplôme régulièrement de licence et de maîtrise. Parce que dans ses démentis, il dit oui, j'ai eu une dispense de licence d'abord, dit-il dans son premier démenti, et ensuite, quand il produit des pièces attestant de son cursus universitaire, il produit une pièce disant qu'il a aussi une dispense de maîtrise pour compétences acquises. Or, j'ignorais, hein, je pense que tous les étudiants qui nous regardent ignorent qu'on peut avoir des dispenses. Mais si, ça peut être légal. Dans quel cas? Dans un cas très particulier, et c'est ça que je m'applique à vérifier, et on finira l'histoire sur Mediapart bientôt, j'espère, on peut avoir une dispense pour compétences acquises quand on occupe à l'université en qualité d'étudiant une mission de service public. Alors c'est quoi la mission de service public? C'est, d'après les juristes que j'ai consultés, c'est quand on s'occupe par exemple de questions de santé publique. Mais vous avez deviné, l'AMNEF. Et donc la question qui est posée, c'est là-dessus que mon enquête s'achèvera, c'est serait-il possible qu'il ait obtenu une dispense de licence et de maîtrise à cause de son emploi fictif à l'AMNEF? En clair, est-ce que l'université aurait récompensé ce que la justice a sanctionné? Donc, vous comprenez quand on dit, mais c'est une vengeance, non, c'est pas une vengeance. En même temps, moi je vous pose la question autrement, Laurent, puisque ça va être le débat du rendez-vous de 20h30, puisque Mediapart s'explique. Je l'ai même entendu dans la bouche de gens qui peuvent être abonnés à Mediapart, qui sont vos lecteurs. On est en pleine affaire Thévenoud, quelqu'un qui ne paye pas ses impôts. L'affaire Cahuzac est encore là à nos oreilles. Toutes les affaires Sarkozy qu'a énumérées Fabrice tout à l'heure. Certains disent, et encore une fois, pas forcément de mauvaise part. Alors maintenant, on nous dit que Cambadélis a truqué ses diplômes. Mais est-ce si grave? Et puis quoi encore? Et c'est leur fonds de commerce à Mediapart. Et qu'est-ce qu'ils vont inventer la dernière fois qu'un tel ne va pas avoir payé? Donc, quoi? La nounou, un PV, un chèque sans provision? Ça ira jusqu'où? Certes, c'est la petite cerise sur un gâteau qui est totalement indigeste. Parce que, enfin, moi, ce que j'essaie de chroniquer, surtout dans le livre, c'est les raisons profondes de l'indignation, je trouve, que beaucoup de gens, dans leur cheminement respectif, ressentent. Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui, en 93, en avaient gros sur la patate, se sont dit vraiment les socialistes nous ont fait avaler des couleuvres, mais ils ont entendu les excuses de Jospin en 93, 95. Jospin était très habile. Il a reconstruit un parti avec une sensibilité réancrée à gauche. Et puis il a dérivé à nouveau. Et ensuite, en 2002, à nouveau des excuses. Et je me dis, on est sans doute arrivé à un point de rupture aujourd'hui. Parce que les socialistes, à chaque fois, ont fait amende honorable. Pardon, on s'est trompé. On va revenir à une position réformiste. Et là, on vit une chose qui est de penser. Jospin connaissait les gens dont je parle, les Cambadélis, les Le Guen. Il les a toujours tenus à distance. Hein. Et de penser qu'on vit une séquence à la fois économique stupéfiante. La politique conduite. Quand vous entendez les députés socialistes, même ceux qui sont du centre, les Pierre-Alain Muet, dans quelques jours, on va passer à un interview. D'accord, Laurent, mais je repose ma question. Est-ce qu'on peut faire un lien entre quelqu'un qu'on prend vraiment la main dans le pot de confiture, là, si tout ce que vous racontez est vrai, il joue les docteurs en fac, qu'il n'est pas, si ce que vous racontez est vrai, donc un reproche personnel de trucage, de fraude universitaire, et puis le fait qu'ils mènent une politique pour laquelle ils n'ont pas été élus, ce que vous dites. Quel lien vous faites entre l'un et l'autre? Est-ce que ce lien n'est pas forcé? Je vais vous dire, moi j'ai des convictions ou des intuitions comme journaliste, comme chroniqueur en économie. Mais c'est vrai que l'économie c'est compliqué. Il y a des rapports de force mondiaux. On est dans une situation de capitalisme où le capital a pris une sorte de prééminence sur le travail. Donc je comprends la limite qu'on puisse échouer sur l'économie. Encore que là, je trouve que leur échec, ils l'ont eux-mêmes organisé. Mais échouer sur la question démocratique, je trouve ça inadmissible. On ne peut pas échouer sur la démocratie. On ne peut pas échouer sur l'éthique. Et je trouve l'irresponsabilité de François Hollande, c'est qu'il connaissait tout. Il en connaissait même sans doute plus que nous. Pourquoi est-ce qu'il y a eu l'association des amitiés France-Taïwan, dont le siège était au local de l'AMNEF? Ce sont certes des vieilles histoires, mais je pense que l'une des urgences est une refondation démocratique
comment voulez-vous que ce pays et que la gauche œuvrent à une refondation démocratique avec des gens qui ont ce passé, qui ont ces comportements, qui ont ces dérives? Donc, d'abord, le débat, ce sera au sein même de la gauche. Est-ce que des gens qui ont pris des mesures qui touchent à la probité publique, est-ce qu'il ne faudra pas un jour aller vers une inéligibilité à vie? C'est l'une des mesures. Mais dans une réforme démocratique, il y a ce genre de disposition. Et donc, je trouve que le Parti... En fait, c'est un petit clan, c'est une petite camarilla. C'est une autre des illustrations de l'éloignement que ce parti a avec le pays. Son incapacité, pas seulement à avoir une respiration démocratique, mais aussi à vivre dans un vase clos de gens dont les convictions démocratiques sont douteuses. Fabrice Arfi. Juste un mot sur ce qui est dit, et qui, évidemment, nous entendons ce genre de réflexion, de gens de bonne foi, dire mais... Laurent, pourquoi il sort 30 ans après une histoire de faux diplôme, etc. Mais il faut parfois un peu se décentrer pour comprendre pourquoi c'est important de raconter ça, pourquoi c'est d'intérêt public, parce que d'abord le passé éclaire toujours le présent et qu'il n'y a pas de prescription pour la vérité, mais dans d'autres pays, on ne se pose pas ces questions. Je veux dire, en Allemagne, il y a un ministre qui a démissionné, je crois qu'il était de la Défense. Ministre de la Défense, Gutenberg, aussitôt, au Portugal, ça a été la même chose. Et en France, il y a eu l'affaire, il y a 1 an et demi, du grand rabbin. Pour des histoires de diplômes universitaires, usurpés, truqués, plagiés, peu importe. Évidemment qu'on doit connaître ce genre de choses. Ça ne veut pas dire... C'est normal, vous vous rendez compte que ce que ça dit, l'homme qui dirige le parti majoritaire aujourd'hui ait pu construire son parcours sur des trucages, des tricheries, des mensonges, des manipulations. Mais il n'y a pas que ça dans le livre de Laurent, mais évidemment, c'est... Que des gens le disent de bonne foi, bon, on ne peut pas empêcher ça. Mais personnellement, on ne m'enlèvera jamais de la tête que c'est naturel et impératif de raconter ces histoires. Un journaliste qui sait cela, qui ne le raconte pas, commettrait une faute. On m'aurait dit l'inverse. On m'aurait dit, t'es un journaliste partisan. Tu ne parles pas des gens que tu connais. Voilà, donc je pense qu'il y avait une part d'honnêteté à... Y compris, j'ai appris des choses sur mon passé, sur l'aveuglement que j'avais. Et donc, je pense qu'il faut, Edoui aime bien dire ça, la phrase de Peggy, penser contre soi-même. Revenir sur son passé, je trouve parfois c'est assez salutaire. J'imagine que vous lui avez posé la question à Cambadélis, parce que ça me fait, pas un drôle d'effet, mais ça m'amuse, et ça amuse aussi les gens qui ont l'habitude de regarder ces lives. Il était assis là. Vous vous souvenez, c'était au printemps. On avait fait refonder la gauche. Il y avait Jean-Luc Mélenchon qui était assis à côté à la place de Fabrice, Emmanuel Cos pour Europe Écologie Les Verts, et Cambadélis était là, sur ce plateau. Alors, quand vous l'appelez, j'imagine que vous le tutoyez, c'est normal, quand vous l'appelez en disant, mais là, je viens de trouver, voilà, j'ai les preuves, les témoignages, tes diplômes, c'est faux, tu as profité d'une coterie pour te faire accréditer de choses que tu n'as pas faites, que tu n'as pas obtenues, des diplômes universitaires difficiles, sélectifs. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas voulu me recevoir. Je l'ai envoyé un SMS, envoyé des mails, il a refusé. Parce que je lui ai bien dit que c'était sur les faits que je voulais l'interroger, des choses que je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune. Voilà, et donc il y a je trouve une morale peut-être plus grande que ça, c'est que moi je fais partie du... Il se trouve que ceux qui gouvernent, je les ai quasiment tous connus quand j'avais 20 ans. Hollande, avec d'autres qui sont ici, dont Ries, on lui a remis sa première carte à l'UNEF à Sciences Po. Lui, je l'ai connu et je me dis que cette génération, et je trouve que c'est une leçon terrible, au total n'aura pas produit grand-chose de bon. C'est une génération. C'est pour ça que, chroniquant le naufrage de la gauche, je me suis dit que c'est aussi le naufrage d'une génération, celle que j'ai connue il y a 30 ans. Voilà, donc c'est... c'est une sorte d'invitation au sursaut, quoi, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens de talent et de compétences que j'ai croisés, énormément, ceux que j'ai cités, le philosophe Pierre Dardot, Michel Brouet, plein d'autres. Et je trouve qu'il y a une sorte de gâchis dans les certaines générations, c'est que les combinards, ceux qui ont vécu de petites manœuvres, sont arrivés aux avant-postes. Puis il y avait des gens très riches qui ont été dégoûtés par la politique et qui se sont mis en retrait. Et donc je me dis qu'une partie du sursaut serait que ces gens-là aient l'énergie d'apporter dans le débat public, et beaucoup le font, je parle à Pierre Dardot, je pense à Pierre Dardot en particulier, la force, l'intelligence qu'ils ont. Mathilde Mathieu, justement, l'affaire Thévenoud, on se dit que quand ça a éclaté
avec ses suites, hein, que vous avez suivies. Ce n'était pas uniquement la fiscalité. Ah bon, il a aussi participé à du commerce de vin sur Internet. Très bien. Tout le monde peut acheter du vin sur Internet, même moi. Mais en plus, c'était une société frauduleuse. Il ne l'a jamais déclaré. C'est bien ce qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'affaire Thévenoud, c'était une sorte de feuilleton à part entière dans le feuilleton lui-même des affaires et de la transparence. Est-ce qu'il y a une illusion d'optique, c'est-à-dire que tout ça sort, et des fois on est un peu submergé même par tout ça, justement parce qu'il y a un véritable effort de transparence, même s'il est incomplet, même s'il est parfois truqué, ou alors il faut en arriver à la conclusion, voilà, ils trichent tous. On est face à une plutocratie qui ne respecte pas les règles du jeu. En fait, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas s'il y a de plus en plus d'élus qui trichent, qui ont des comportements frauduleux, non éthiques, etc. Ou si on a plus de moyens aujourd'hui de les contrôler, de les repérer, de les sanctionner. Ce qui est sûr, c'est que petit à petit, ces moyens de contrôle se mettent en place. Ils sont encore largement insuffisants, mais enfin, il y en a quelques-uns. Lors de sa conférence de presse la semaine dernière, François Hollande s'est vanté, à juste titre, d'avoir mis en place une haute autorité de la transparence qui est à l'origine de l'affaire Thévenoud, puisque c'est elle qui est chargée de déclencher les vérifications fiscales sur l'ensemble des ministres. C'est elle qui a déclenché la vérification fiscale sur Thomas Thévenoud, et donc le gouvernement a appris, visiblement médusé, que Thomas Thévenoud ne déclarait pas, ne payait pas ses impôts à temps depuis des années. On peut quand même s'interroger sur les raisons... C'est-à-dire qu'il ne les déclarait pas. Ouais. C'est-à-dire que le fisc finissait par les lui faire payer, y compris avec les pénalités, mais lui ne trouvait pas normal de faire sa déclaration de revenus. On a révélé dans Mediapart qu'effectivement, il était imposé d'office par le fisc, puisque lui ne remettait pas à temps ses déclarations de revenus. Et ce, à plusieurs reprises, et donc il a été... même prélevé d'office sur son indemnité de député à l'Assemblée nationale. Et le 1er septembre 2014, alors qu'il est déjà au gouvernement, il a dû payer plus de 40 000 € d'impôts de retard, dont 12 000 € de pénalités, etc. Bon, c'est un récidiviste en la matière qui avait visiblement pas été repéré non pas par l'administration fiscale qui a traité son dossier, mais en tout cas, il n'y avait eu aucune alerte au niveau politique. Enfin, parce que là, ce que ça donne justement aucune alerte au niveau politique, ça donne une impression de panique qui a l'air réelle au plus haut sommet de l'État, quand même. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'exfiltrer le plus rapidement possible, aïe, aïe, aïe. Mais personne ne s'en est préoccupé. C'est-à-dire que c'est la panique et en plus l'impréparation la plus complète. Ce qui est à peine croyable, en fait, c'est qu'il reste 9 jours au gouvernement. Alors même qu'au 1er septembre, il est ministre, on lui demande de régler les impôts qu'il doit, il s'acquitte, etc. Il faudra encore attendre 3 jours avant qu'on lui demande de démissionner. Et moi, ce que j'ai toujours pas compris, c'est pourquoi le président de la République, quand il fait savoir la démission de Thomas Thévenoud, parle de problèmes personnels. C'est honteux de révéler qu'un député de la Nation ne paye pas ses impôts et que donc on le sanctionne. Il faudra que ce soit Matignon, en off, qui parle de problèmes de non-conformité fiscale. Pourquoi est-ce que le pouvoir ne prend pas la responsabilité de dire Thomas Thévenoud est sorti du gouvernement parce qu'il ne paye pas, il ne déclare pas ses impôts. C'est quand même incroyable. Mais il y a eu effectivement panique, et je pense qu'elle est d'autant plus importante, la panique parmi les plus hautes autorités de l'État en ce moment, qu'en fait, il y a beaucoup de dossiers là, qui sont en train de sortir des tiroirs, puisque cette haute autorité pour la transparence, elle est en train de contrôler non seulement les patrimoines des ministres, mais aussi ceux des parlementaires, que des vérifications fiscales sont lancées et qu'à Bercy s'accumulent visiblement les dossiers problématiques en ce moment. Et je pense que si François Hollande, lors de sa conférence de presse, semble pressentir que d'autres cas vont survenir, c'est parce qu'il a peut-être des alertes, comme nous. Et donc, il a d'ores et déjà prévenu, lors de cette conférence de presse, que la Haute Autorité pour la Transparence allait lui demander des moyens supplémentaires et que si elle le faisait, il allait sans doute les lui donner.
je pense que là, dans les mois qui viennent, on est dans un moment très important où vont émerger des cas qui étaient jusqu'à présent cachés. Voilà, donc nous, on va s'efforcer évidemment d'enquêter sur tout ça. Donc, ce que François Hollande disait pendant sa conférence de presse, c'est bien sûr, on peut avoir cette impression-là, ça n'arrête pas, ça tombe comme à Gravelotte, un scandale chasse l'autre, etc. Mais il disait aussi, voilà, il n'y avait pas cette autorité pour la transparence. Il n'y avait pas les moyens de les repérer. C'est-à-dire que là, on se met à chercher et à mener des investigations. C'est quand même les effets positifs de l'affaire Cahuzac, c'est que ces vérifications fiscales sur les ministres sont maintenant automatiques, que celles sur les parlementaires sont à la discrétion de la Haute Autorité pour la transparence, qui peut vérifier leur patrimoine, leurs biens immobiliers, etc. Et quand même, puisque Laurent parlait de la génération des Cambadélis, Jean-Marie Le Guen, etc., il faut quand même rappeler que si Thomas Thévenoud a été poussé à démissionner, Jean-Marie Le Guen, qui est chargé des relations avec le Parlement au gouvernement, qui est c'est Manuel Valls qui l'a imposé au gouvernement, est toujours membre de ce gouvernement, alors que la Haute Autorité pour la transparence l'a épinglé en juin dernier, puisque, depuis des années, semble-t-il, il faisait des déclarations ISF en sous-évaluant son patrimoine immobilier de 700 000 €, d'après nos informations. Et donc, à la suite des vérifications fiscales enclenchées par la Haute Autorité, il a été contraint de réévaluer son patrimoine immobilier de 600 000 à 700 000 €. Oui, c'est pas tout à fait rien. Quand même, soit plus 30%. Hein, donc il a des biens immobiliers à Paris, à Biarritz, dans les Landes, etc. La Haute Autorité a estimé que pour autant, on ne pouvait pas dire qu'il avait fait une déclaration mensongère, ni inexacte, ni qu'il avait omis des biens immobiliers. Et donc, il est toujours au gouvernement, le parquet n'a pas été, enfin la justice n'a pas été saisie et tout le monde a semblé s'en accommoder. Mais du coup, on va conclure avec vous, Mathilde et Fabrice, là-dessus. On a une impression double, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier effectivement qu'un effort est fait, oui, que l'impunité régresse, plutôt diminue. Et en même temps, on le sait bien, l'effet politique est désastreux. Enfin, il est désastreux. Quand même. Oui, tout à fait. Mais il faut passer par là. Voilà, c'est-à-dire qu'on apprend face à des problèmes et en les résolvant. On n'apprend pas. Mais Fabrice, quand je dis l'effet politique est désastreux, je ne parle pas de soi-disant électeurs du Front National. Je parle de vous et moi. Non, mais bien ça sûr. fait un effet calamiteux. On se dit, mais qui sont ces gens? Ce sont nos représentants. Mais c'est comme un vaccin. Ce sont nos députés, nos sénateurs. Mais c'est comme un vaccin. Ça fait mal. La piqûre, elle fait mal. Mais ça fait du bien au bout du compte. C'est la vertu de la... On appelle ça la transparence, moi, qui est un mot que j'aime pas. Je préfère le mot de publicité, qui était le mot des débats d'Assemblée pendant la Révolution française. C'est ce qui appartient au public. Et il y a un grand philosophe du droit britannique qui s'appelle Jeremy Bentham, il y a plusieurs siècles, qui avait fait un livre formidable sur les vertus de la publicité, au sens transparence d'aujourd'hui. Et il y a une vertu fondamentale, c'est que... Au sens de que les choses deviennent publiques. Que les choses deviennent publiques et nous appartiennent. Oui. C'est en notre nom quand même qu'ils sont élus. Ce sont nos représentants. Ce sont nos représentants. C'est qu'à partir du moment où ils savent que l'on peut savoir, ils feront moins. Donc bien sûr, là, on était à rien, aucun contrôle. On était dans un trou noir total. Donc évidemment, quand vous avancez, que vous commencez à mettre de la lumière, ne fût-ce qu'avec une lampe torche frontale sur le casque, vous éclairez quand même un peu. Donc oui, c'est encore très insuffisant le contrôle, mais le peu d'éclairage que nous avons nous permet de connaître ce que nous ne savions pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, c'est que nous ne le savions pas. Et donc, bien sûr, ça va encore faire mal. Ça va faire mal à notre démocratie encore un moment. Mais c'est un mal qui lui fait du bien in fine, et c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une pédagogie, une vertu de tout cela. Je suis persuadé qu'à terme, si l'on sait que l'on peut savoir, on fera moins n'importe quoi. Alors c'est comme un muscle, voilà, ça se travaille petit à petit, et il faut en passer par là. Et au lieu de mettre ça sous le tapis, de dire mais non, ne regardons pas ça, parce que ça va faire monter le Front National, parce que ça alimente le tous pourri. Ce qui alimente le tous pourri, c'est l'incapacité à traiter fortement ces questions-là. C'est cela qui alimente le tous pourri. Quand vous avez un problème en face de vous, que vous le réglez, que vous mettez les vrais mots sur les faits, pas dire que M. Thévenoud a un problème d'ordre personnel. Les impôts, c'est tout sauf personnel. Les impôts, c'est précisément la partie publique de notre argent privé.
C'est ça la beauté de l'impôt, c'est cette solidarité de cet argent qu'on se doit les uns des autres. Bon, donc il n'a pas de problème personnel, M. Thévenoud, il a un problème avec la solidarité nationale. Quand on s'attaque à tout cela de plein fouet, je vous assure que les populismes et le tous pourri descendra naturellement. Mais il faut le traiter, il faut vraiment le traiter. Mathilde, un dernier mot. Ce qui est intéressant en ce moment, c'est que les choses avancent vite. L'affaire Thévenoud, elle a au moins la vertu d'avoir fait dire à Christiane Taubira, la ministre de la Justice, et aux déontologues de l'Assemblée nationale qu'il faut une nouvelle réforme et qu'il faudrait dorénavant que tous les candidats à la députation fournissent un certificat de conformité fiscale prouvant qu'ils ont bien payé leurs impôts. Voilà. Si ça pouvait être la conséquence de l'affaire Thévenoud, mais très bien, parce que l'ensemble des Français sauraient dorénavant que les députés payent leurs impôts. Voilà, c'est comme ça qu'on crée la confiance. Comme ça qu'on progresse. Merci beaucoup à tous les quatre. Il est exactement 20h. Hélène Salvi est très pressée de nous quitter pour savoir ce que Nicolas Sarkozy a dit à Lambersart donc dans ce premier meeting dans le département du Nord. Moi, je suis très pressé que Christophe Gueugnon me dise si le 100 millième abonné qui sera abonné à vie, pas encore, est arrivé. Et donc, on se retrouve à 20h30 pour cette soirée un peu spéciale. Mediapart s'explique. Il y aura tous ceux de la rédaction et tous ceux de derrière la rédaction que vous n'avez pas encore vus qui seront là autour de moi pour poser toutes les questions qu'on est en droit de se poser et que vous poserez. Ça sera exactement dans une demi-heure. Et par ailleurs, Mediapart est entièrement en accès libre jusqu'à demain, vendredi, 13h. À tout de suite.